Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des actualités quotidiennes de la Formule 1. Nous avons eu Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui ont beaucoup félicité Frédéric Vasseur pour sa prolongation. Cela vient en réalité d'hier, lors des conférences de presse. Et les pilotes de Ferrari sont bien satisfaits du renouvellement du patron, qui bénéficie de ce soutien. Nous avions d'ailleurs déjà évoqué ici, dans une autre circonstance, que Vasseur n'avait pas une concurrence très forte, puisque Christian Horner ne correspond pas au profil de Ferrari, et la stabilité est également importante. Donc, Ferrari a décidé de garder Vasseur encore quelques années, et 2026 serait une année cruciale pour lui, pour redresser Ferrari, et aussi conserver son poste, n'est-ce pas? On sait que Ferrari devait apporter une grosse mise à jour prévue pour la Hongrie, ou du moins une partie de cette mise à jour déjà pour la Hongrie. Et finalement, cette évolution n'est pas vraiment apparue, n'est-ce pas? Ferrari a renoncé, c'était évident que ce qu'il faisait était simplement pour mettre un peu de pression afin que Vasseur obtienne la prolongation. Et au final, cela a fonctionné. Ferrari, d'ailleurs, en EL1, a utilisé des configurations différentes et fait cela tout au long du week-end, en réalité, pour voir si elle peut rouler avec un niveau d'appui plus proche de la moyenne pour ce Grand Prix. Et apparemment, la fenêtre de fonctionnement des pneus s'est vraiment améliorée chez Ferrari. Donc, il se trouve dans une situation un peu meilleure qu'avant avec cette évolution. En parlant de mise à jour, nous avons ici seulement 3 équipes avec des évolutions. Red Bull dispose d'un nouvel aileron avant ainsi que d'un nouveau conduit à l'avant. C'est une mise à jour mineure mais qui fait encore partie du package précédent. Aston Martin a un nouvel aileron avant, tandis que Visa Cash App RB, c'est-à-dire la V-Carb, les Racing Bulls, possèdent un nouveau système de refroidissement ainsi qu'un conduit avant. Ce sont des évolutions mineures pour les équipes dans l'ensemble et seulement 3 d'entre elles ont effectivement des mises à jour. Toutes les autres équipes utilisent des packages qui ont déjà été présentés lors de Grands Prix précédents. Et donc par exemple, l'aileron que Ferrari a apporté à Monaco ne compte pas comme une mise à jour car il a déjà été répertorié dans les documents à Monaco. Donc tout cela est déjà en cours. Nous savons que les équipes testent également des composants du Grand Prix précédent, qui était un sprint, pour voir si elles peuvent optimiser leurs résultats. Eh bien, Andrea Kimi Antonelli aurait dit à Helmut Marko lors d'une rencontre à l'hôtel que la W16 est une voiture qui ne donne pas confiance. Antonelli aurait révélé cela à Helmut Marko, ce qui est cohérent avec ce qui a été dit par Mercedes, à savoir que c'est une voiture qui a vraiment empiré depuis la mise à jour qu'ils ont effectuée autour du Grand Prix du Canada, n'est-ce pas? Il y a eu cette mise à jour au Canada, puis une autre un peu plus tard, et Mercedes a commencé à se dégrader avec ses évolutions. Ils sont même en train d'inverser la configuration de la suspension, car cela n'a pas fonctionné. Et curieusement, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, Aston Martin se dirige vers une configuration plus proche de celle de Mercedes pour les prochains Grands Prix. Pas celui-ci, mais les suivants. Donc, Mercedes comprend qu'elle a effectivement fait une erreur en cours de route et cela a fortement pénalisé ses 2 pilotes. Anthony, en particulier, ressent davantage l'impact de ces mises à jour qui ne fonctionnent pas chez Mercedes. En parlant plus spécifiquement des essais libres, Fernando Alonso n'a pas participé à la première séance d'essais libres en raison d'une blessure entre guillemets, des douleurs au dos. Il a dit qu'il avait eu peu de temps pour récupérer, donc il a été décidé d'un commun accord avec l'équipe qu'il resterait en dehors de la première séance pour pouvoir récupérer un peu plus, et ainsi être présent pour les EL2. Felipe Drugovich a donc pris le volant lors des EL1, non pas comme pilote junior ou comme pilote effectuant une session programmée, mais bien comme pilote remplaçant, en tant que pilote de réserve officiel d'Aston Martin. Et si Alonso n'avait pas été en mesure de continuer week-end, Drugovich aurait très probablement pris sa place pour le Grand Prix de Hongrie. Mais Alonso va bien, c'était vraiment quelque chose d'un peu inhabituel. Aston Martin a d'ailleurs déclaré qu'elle modifie les réglages du siège d'Alonso afin de mieux l'adapter et de réduire les risques de douleurs au dos ou au cou. Lors des EL1, nous avons eu un doublé de McLaren, suivi de Charles Leclerc en 3e position. Et sinon, beaucoup de tests, non? Je vous dis toujours que les chronos des EL1 ne sont pas très représentatifs. Ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les données des EL2, car c'est une session bien plus importante en termes d'horaire. En général, non. Nous avons cette particularité ici en Hongrie. Les EL2 se déroulent en dehors de l'horaire habituel de la course, mais les équipes ont tendance à y faire leur simulation de course. Donc les données des EL2 sont bien plus concluantes ou indicatives, comme j'aime vous le dire. Passons au plus important, les données des essais libres 2, où réside véritablement ce dont nous voulons parler. Tout d'abord, voici les données des secteurs les plus rapides du 2e essai libre. Hamilton domine le premier secteur, puis Norris domine le 2e et Piastri le 3e. Bien sûr, les 2 McLaren sont plus régulières sur leur tour que Hamilton, par exemple. On voit que dans le 3e secteur, Hamilton est très en retard, tandis que Piastri perd beaucoup dans le premier secteur.
En parlant de McLaren, vers la fin de la séance, Lando Norris a failli percuter Oscar Piastri, mais ne l'a pas touché. Tout s'est bien passé entre les McLaren, il n'y a pas eu de tension. Le plus important pour nous est le rythme de course. Voici ce que nous avons observé. Lewis Hamilton a fait une simulation sur pneus tendres. Donc, nous ne disposons pas de beaucoup de références ici. Mais dans les simulations sur pneus médium, les McLaren sont vraiment en tête. Lando Norris a été le plus rapide dans les environs de 1,21 m. Pour expliquer le graphique rapidement, car j'ai vu qu'il y aura une confusion lors du dernier ou avant-dernier GP, plus on est à gauche, plus on est rapide. Et plus la couleur du point est vive, plus le pneu est récent. Ce sur quoi on se concentre, ici, c'est sur l'endroit où l'on voit la plus grande concentration de points pour définir le stint. Ici, seuls les tours valides sont pris en compte, c'est-à-dire sans les tours d'entrée ou de sortie des stands, ni les tours de refroidissement. Seulement les tours rapides valident. Ensuite, le graphique présente la distribution des temps de ces tours. Lando Norris a été le plus rapide au général avec 6 tours. Oscar Piastri a réalisé 7 tours, restant environ 1/10 derrière Norris. Nico Hülkenberg est apparu sur un rythme de 1,22 m, donc légèrement derrière Norris, ce qui est une surprise. Il a affiché un rythme de course très solide. Mais il faut se rappeler que nous ne connaissons pas forcément la charge de carburant de chaque voiture, ni la puissance moteur, ni la quantité de carburant. Charles Leclerc est presque à 3/10 derrière sur 7 tours. Hülkenberg a fait 9 tours. Colton Herta ou Colapinto, corrigé si besoin, est aussi apparu environ 4/10 derrière. On observe donc une distribution un peu atypique, ce qui indique justement que n'étant pas un essai libre effectué dans l'horaire de course, les données n'ont pas été collectées de manière standard comme d'habitude. Beaucoup d'équipes ont caché leur jeu ou ont continué à tester. Il est donc peu probable que cette disposition du classement reflète exactement le résultat de la course. Ce TL2, même s'il reste plus indicatif que le TL1, a un impact plus faible que dans d'autres Grands Prix. Gardez cela en tête. Voici donc le rythme de course, classé selon les plus rapides. Le classement montre à nouveau un doublé McLaren, avec Leclerc en 3e position. Nous commençons à observer un schéma. Ferrari se détache comme la deuxième force de cette épreuve, ce qui n'est pas surprenant, étant donné que Red Bull et Mercedes rencontrent beaucoup de difficultés avec leur voiture. Max Verstappen, semble-t-il, a essayé une configuration différente sur sa voiture et n'a pas réussi une grande séance. Demain, il y aura la 3e séance libre, mais l'essentiel est la séance de qualification. C'est là que se joue le détail. Plus tard, si besoin, je vous proposerai d'autres éléments sur ce qui s'est passé dans ce TL2 pour nous aider à comprendre le contexte de la Formule 1 à ce moment de vendredi. Dites-moi votre avis et vos attentes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer ici.